activités, ces différentes activités qui demandent du temps, eh ben, ça vous concerne aussi. Maintenant, comment s'organiser pour être efficace? Donc, après l'intervention de Wisnik et professeur Gadi, donc, hein, tes mots là-dessus, comment bonsoir la question? J'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris avec le professeur, je ne sais pas si c'est le professeur déjà, avec notre collègue Wismik. Wismik? C'est Wismik? Ah, Wisnik Panier, bien sûr. Wismik Panier, j'ai beaucoup appris. Nous allons changer de nom, je dis. Oui, mais moi, je dois vous dire, je dois vous avouer, je dois avouer que c'est pendant que je suis doctorant, je suis en thèse. Bon, j'étais en maîtrise déjà lorsque j'étais au campus. C'est pendant ce moment que je commence à comprendre, je ne comprends pas encore, je commence à comprendre cette question d'organisation générale intellectuelle. D'ailleurs, je dois vous avouer que bon, j'ai passé mes premières expériences quant à la méthode d'organisation générale intellectuelle, c'est à l'UNS et à la faculté de droit que je les ai faites. Voilà. Et à l'école normale, je vous avais dit ça, monsieur Michelot, à l'UNS, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement méthodologique. Vous voyez, on laisse les étudiants comme ça à chercher les meilleurs moyens d'apprendre, à lire. Vous voyez, il faut une moyenne de passage quand même. Il faut passer les examens, il faut comprendre les cours, mais il n'y avait pas vraiment de cours de méthodologie susceptible de permettre aux étudiants de profiter au maximum des cours, des formations offertes. Eh bien, on devait se mettre en quatre, on devait se débrouiller pour passer les cours, pour comprendre les professeurs. Je ne dirais pas sans méthode, parce que même en l'absence de méthode, il y a une méthode. La méthode qui nous permettait de passer les cours, de comprendre les cours. Peut-être qu'avec un professeur en présence de méthodologie, on pourrait aller plus vite, parce que lui-même, il maîtrise déjà les chemins. Mais lorsqu'on cherche déjà nous-mêmes, parce qu'il y a plusieurs conceptions de méthode, on va voir ça dans le fil de l'échange. Vous voyez, et c'est une méthode quand même dans l'absence de méthode pour réussir. Donc, la preuve en est bien grande, c'est le cas de nous-mêmes. L'UNS, je ne sais pas pour aujourd'hui, on n'avait pas de professeur en particulier qui nous montrait comment lire, comme on fait au campus, comme vous faites, comme on fait en salle de classe aujourd'hui avec nos étudiants. C'était nous, comme je vous avais dit, qui devaient résumer les cours. On passait à l'audio, tantôt au visuel, pour voir comment mieux s'adapter et réussir. Je ne sais pas, ça, un peu, peut-être, si vous voulez, un peu dur à cuire. Je ne sais pas s'il y a un bienfait de ça. Bon, c'est pas que je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, avec mes lectures, mes recherches en épistémologie, je trouve que quand même, il y a un beau côté là. On va en parler tout à l'heure. Le fait de laisser comme ça, les étudiants, je ne sais pas si c'est voulu à l'UNS, de laisser comme ça les étudiants chercher eux-mêmes les méthodes, d'essayer eux-mêmes les démarches pour voir ce qui marche vraiment pour eux. Je ne sais pas si c'est voulu, mais aujourd'hui, à travers mes recherches, je trouve avec Rancière, par exemple, qui nous préconise, qui nous propose, qui nous invite à apprendre. Rancière, le mec ignorant, c'est 1987. Le mec ignorant qui nous propose de prendre notre instruction, de prendre notre enseignement, au lieu de nous laisser instruire et bien prendre notre enseignement, parce que pour Rancière,
on fait beaucoup plus de bien à l'étudiant que de mal lorsqu'on le laisse comme ça, à chercher lui-même, à essayer lui-même. Donc, il est devenu beaucoup plus fort. Donc, c'est maintenant que je commence à comprendre ces genres de nuances, ces genres de subtilité dans la méthode. Mais avant, au contraire, on avait même manifesté contre ce genre de choses. On demandait un cours. Je ne dis pas que le cours de méthode n'est pas important, mais c'est en fonction de mes expériences ajoutées, mixées de mes recherches là aujourd'hui que je parle. Vous voyez? Et les cours de méthode nous aident à aller plus vite parce que les étudiants n'ont pas encore de capacité de délibération. Vous voyez, le fait d'avoir un professeur de méthode qui sait déjà le courant, qui sait déjà le cheminement, ça permet à l'étudiant d'aller plus vite et de comprendre plus vite, etc. Voilà pourquoi j'ai parlé de dur à cuire. Ça prend beaucoup plus de temps, le fait de chercher, comme comme si on était dans un laboratoire, on cherchait, on n'a pas encore les résultats, mais on cherche. C'est nous qui cherchons, c'est nous qui essayons de vérifier pour voir ce qui est bien, pour ensuite théoriser. Ça, c'est la méthode, c'est la raison pratique. Que critique, par exemple, quand vous voyez la raison pratique, que critique Kant, pourtant d'autres, par exemple, Aimé Forest, dans son article, méthode idéaliste et critique, la méthode idéaliste préconisée depuis l'Antiquité avec Aristote dans ses ouvrages intitulés les premiers analytiques, et puis encore ensuite, les premiers analytiques qui sont suivis par les seconds analytiques, vous voyez, préconisent l'idée avant, c'est-à-dire une sorte de théorie avant. Voilà le travail du professeur de méthode. Aujourd'hui, le professeur de méthode préconise d'abord les règles aux étudiants, et puis comme ça, les étudiants emboîtent le pas. Vous voyez, ça ne laisse pas. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Vous êtes là? Oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Ça ne laisse pas aux étudiants de faire eux-mêmes leurs efforts pour devenir beaucoup plus forts. Donc, ils suivent, ils emboîtent. Moi-même, je suis professeur de méthodologie. Je suis obligé de proposer les courants disponibles. C'est aux étudiants de choisir. Vous voyez, on n'est pas à l'église pour proposer comme ça et puis comme ça, les étudiants doivent suivre. Non, je présente les courants disponibles aux étudiants de suivre. Je fais mon travail, je donne les courants, mais aux étudiants, parce que c'est efficace. À mes expériences à l'école normale supérieure. Effectivement, c'est bien de partir de Rancière avec le maître ignorant pour mettre l'accent sur cette nécessité d'autonomie. Parce que l'important, ce n'est pas ce que vous avez vraiment accumulé comme savoir, mais c'est ce que vous pouvez faire dans la pratique avec ce que vous avez fait. C'est justement cette capacité d'apprendre. Et justement, cette capacité aussi, on va revenir là-dessus, c'est autour de la question de la gestion du temps, si on peut parler comme ça. Et c'est très important de parler de la gestion du temps dans le monde intellectuel, puisque je vais te laisser réagir là-dessus en attendant que le professeur Estimé puisse nous... ah ben, il est là. Donc, oui. Et la question du temps, parce que... Pourquoi insister sur la gestion du temps? Parce que c'est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Et c'est la ressource la plus En fait, précieuse. je voulais revenir peut-être rapidement sur ce que vient de dire le professeur Estimé. Je trouve que c'est important. C'est vrai qu'on peut avoir une bonne maîtrise de toutes les théories existantes, les théories et les méthodes
et tout ça. Et je pense que la question de l'autonomie est très importante parce qu'il ne suffit pas d'apprendre toutes les théories, d'apprendre et toutes les méthodes, mais les appliquer dans ses propres travaux, c'est ça le plus difficile. Et c'est en fonction de ces expériences personnelles qu'on va arriver par avoir une maîtrise vraiment de l'ensemble. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun peut faire ses propres expériences. C'est vrai qu'on peut avoir des guides, on peut avoir, comment je peux dire, des guides pratiques qui nous aident, mais l'expérience personnelle, et comme l'a souligné le professeur Estimé, c'est très important et pour les étudiants. Et pour les c'est très important. Et je voulais peut-être revenir sur ce point, sur la capacité, en fait, la possibilité ou la nécessité pour les étudiants de développer leur propre stratégie, de développer leur propre méthode de travail en fonction de leur propre réalité, en fonction des circonstances qui les entourent, parce qu'un étudiant qui fait ses études en Haïti n'a pas, en fait, l'environnement dans lequel il évolue est différent de celui qui fait son étude au Canada ou en France. Parce que déjà, les étudiants qui sont au Canada ou en France, ils ont des facilités qu'on n'a pas en Haïti. Des fois, même la question de l'électricité, c'est un problème majeur. Et c'est un problème majeur. Des fois, on attend à ce que le DH nous donne du courant électrique pour pouvoir produire un travail. Des fois, c'est 1h, 2h du matin, on est déjà fatigué. Vous voyez? Même la question d'accès aux documentations, donc, ce n'est pas la même chose. Il y a des contraintes. Donc, on s'organise en fonction de sa réalité, en fonction des circonstances. Quelqu'un qui est père de famille, qui a un travail, qui s'engage dans des organisations sociales, en fait, ne va pas s'organiser de la même manière qu'un jeune étudiant qui est chez ses parents, qui n'a pas d'autre souci que se concentrer sur ses études. Donc, ça ne demande pas de même organisation de travail. Et je pense que pratiquement, on ne va pas gérer, pour venir plus directement sur la question de la gestion du temps, on ne va pas gérer son temps de la même manière. Et si je prends le cas, puisqu'on parle des expériences personnelles, quand j'étais à l'Université de Laval, pour revenir, j'avais un travail à temps plein, j'avais d'autres petits contrats à gérer, j'avais des enfants à gérer, j'avais une implication directe dans des organisations et des structures de l'Université de Laval. Donc, je ne peux pas organiser mon temps de la même manière qu'un jeune qui n'a que ses études, vous voyez, qui peut consacrer 12, 14, 16 heures de son temps à la réalisation de son travail. Donc, c'est en fonction de sa propre réalité. Donc, la question de la gestion du temps, c'est vraiment très important. Il faut d'abord savoir bloquer d'un espace de temps parce qu'il y a des gens qui sont capables de se concentrer beaucoup plus les soirs. Et pour moi, je conseille aux étudiants, en fonction de mes propres expériences, des fois, j'avais l'habitude de passer, même si je suis fatigué, de rester devant l'ordinateur pendant longtemps. Mais après, je me suis rendu compte que je n'ai pas été vraiment trop productif parce que je n'arrivais pas à me concentrer, je n'avais pas une prédisposition pour travailler. Donc, ce que j'ai fait depuis quelques temps, donc quand j'ai envie de dormir, je vais me coucher. Je vais me coucher. Et puis, quand je me suis réveillé, maintenant, vous allez voir ce que je vais produire dans 1 heure. Donc, dans 2 heures, peut-être que je n'avais pas pu produire pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, parce que je n'avais pas la prédisposition nécessaire, je n'avais pas vraiment cette concentration. Ça, c'est très important de définir le meilleur moment, parce qu'il y a des moments qu'on est capable d'effectuer des recherches, des recherches bibliographiques, d'aller surfer sur l'Internet ou bien d'aller dans la bibliothèque. Mais la rédaction, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment avoir un agenda bien construit. Agenda sur le court terme, par exemple, pour la journée, on va se dire, bon, OK, au cours de la journée, de 8 heures du matin à 10 heures du soir, bien à 8 heures du soir, voilà ce que je vais faire. Si je vais travailler de telle heure à telle heure, OK, je vais travailler. Si je dispose 30 minutes pour communiquer, pour chatter et répondre des courriers, parce que ça fait partie également de la gestion du temps. Il y a des courriers électroniques que vous recevez de l'université, du monde professionnel, des amis. Donc, il faut prendre un temps pour gérer ces courriers. Ça demande également du temps. Ça doit rentrer dans votre agenda. Vous devez aller travailler, vous devez aller vous baigner, vous devez aller prendre un verre. Mais quand il s'agit de votre travail intellectuel, votre travail universitaire, il faut se dire, bon, OK, de telle heure à telle heure, ce temps-là est réservé à ça. Donc, il faut s'organiser en fonction des plus urgents.
jusqu'au temps disponible qu'on a. Quand je dis les plus urgents, ça peut arriver. Bon, là encore, je vais revenir sur cet aspect. Nous ne vivons pas tous les mêmes réalités. Par exemple, si j'avais prévu de me consacrer pendant 4 heures sur la rédaction de ma problématique, ou du moins sur la recherche bibliographique, et puis, pop, mon enfant tombe malade. Et, ou du moins, à l'école, on m'appelle pour venir chercher l'enfant pour ce qui a un problème, qui a un gastro ou autre, ou du moins votre femme ou votre mari tombe malade. Donc, ce que vous avez prévu de faire initialement, maintenant n'est plus une priorité. La priorité devient la prise en charge de votre enfant, de votre femme, de votre père. Donc, ça change. Le professeur Estimé a eu un problème de connexion. Est-ce qu'il est de retour? Professeur Estimé, oui. Je suis là. Est-ce que ça marche maintenant? Et moi, je voudrais dire que, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est que la méthode est nécessaire. Qu'est-ce que la méthode? La méthode, c'est même la suppression de la méthode. C'est ce que nos différents fanons, en 1952, vous voyez, nécessaire pour organiser son temps, pour organiser ses études, nécessaire pour planifier ses réussites, pour planifier ses travaux intellectuels, pour planifier sa vie, etc., pour réussir, en général, nécessaire. Vous voyez, les types de méthodes, bon, ça c'est vrai, les méthodes qui vous conviennent, mais les méthodes sont toujours là pour se planifier, pour réussir. Sinon, on est dans le désordre, dans le hasard. C'est ce que nous dit, ou bien c'est de ça qu'il s'agit dans, par exemple, les méthodes de la philosophie chez Jacqueline Rousses. Jacqueline Rousses, qui, en 1992, nous présente deux paradigmes. Ou bien vous êtes dans l'ordre, ou bien vous êtes dans le désordre. Vous voyez, bon, d'autres auteurs présentent le désordre comme une forme de méthode, mais c'est tout un débat. Mais restons dans la vie universitaire. Vous voyez, Jacqueline Rousses présente deux paradigmes. Paradigme de l'ordre lié à la science comme logique, vous voyez, planification, structure, agencement, arrangement, etc. Et cohérence, progression, comme vient de dire le docteur Wisnik. Vous voyez, progression dans le travail aussi, progression dans la réflexion. Vous voyez, à l'intérieur même de la cohérence dans laquelle se trouve la progression qui va d'un point à d'autres, en passant par d'autres. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit dans le paradigme de l'ordre. Alors que le paradigme de désordre, vous voyez, c'est accident, c'est occasion fortuite, etc. Comme vient de dire le panéliste, docteur Panier. Vous voyez, vous subissez, vous n'agissez pas, vous ne planifiez pas, etc. Ce qu'elle nous dit, en parlant de Jacqueline Rousses, méthode de la philosophie. La méthode, c'est un terme lié à la philosophie de Descartes qui a souligné dans toute son œuvre la nécessité de procéder dans une recherche par ordre et non au hasard. Vous voyez, ordre et puis hasard. Hasard pour parler de désordre. Lorsqu'on se laisse comme ça dans le vent, vous voyez, on subit les conséquences, on subit, on reçoit comme ça, et puis sans changer, sans intervenir, etc. Ça, c'est par accident que vous pouvez réussir. Alors que dans le paradigme de l'ordre, on voit la planification, l'objectif, encore, qui se trouve au centre même de l'ordre. Il faut un objectif comme but visé, comme le résultat attendu, alors que pour des ordres, vous voyez, deux paradigmes, pour des ordres, ce sont des résultats fouillis de façon pêle-mêle. Vous voyez, on n'est pas dans l'action, bien sûr, comme nous dit Hume. Hume, dans Enquête sur l'entendement humain. Enquête sur l'entendement humain qui parle de l'habitude même, c'est-à-dire habitude comme action, raison,
pratique, action avant et puis après, on théorise l'action, contrairement à Aristote. Vous voyez, contrairement à Aristote, dans ses œuvres qui nous parlent des idées, bon, développées par Platon d'abord, mais plutôt de la primauté de l'esprit, disons, de l'esprit dans l'acte de connaître. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'on peut connaître? Ça, c'est la question de Hume. Vous voyez? La question de Hume, 1748, qui se demande si l'on peut connaître sans avoir vécu d'abord quelque chose, etc., qui parle des sens, etc. Donc, mais toujours dans le l'ordre dont parle en 1992 Jacqueline Russe, l'ordre qui essaie dans lequel, disons, on développe un objectif, on poursuit un objectif. Vous voyez, l'ordre, on peut se donner un ordre. L'ordre, ça peut être l'ordre d'Aristote ou bien l'ordre de Hume. Mais toujours, c'est planification. Après, c'est planification pour découvrir la connaissance, pour découvrir ce qui est. Bon, ce qui est encore, c'est un problème. C'est un problème que on ne peut pas parler de Jean-Paul Sartre, parle de poursuite de la vérité, de poursuite de l'être. Donc, l'être n'existe pas, il n'existe que de l'existence qui se fait des projets de l'être. Mais pour poursuivre ce qu'on accepte en attendant, pour poursuivre ce qu'on accepte en attendant, c'est ou bien vous placez dans l'ordre d'Aristote, ou bien vous placez, disons, dans l'ordre de Hume, notamment. On veut que l'étudiant avance. Eh bien, que ce soit qu'il s'agisse de la méthode d'Aristote, qu'il s'agisse de la méthode de Rancière ou de Hume, si l'étudiant peut progresser, c'est son choix. C'est à partir de choix quand même. La méthode, c'est à partir de la oui, à partir de la méthode pour progresser, mais est-ce que c'est à partir de la répétition, bien sûr? Progresser, c'est lorsqu'on arrive à proposer quelque chose d'original. Si l'on ne peut pas proposer quelque chose d'original, on ne progresse pas. Et c'est à partir de ce quelque chose original qu'on doit en venir à s'imposer, à dire oui, je compte aussi, à dire aux Occidentaux, oui, je compte aussi. Mais ce n'est pas dans le fait de répéter les Occidentaux, sinon on les renforce. Oui, voilà l'importance de ce débat de deux côtés de la méthode. Donc, c'est un appel à l'originalité, à l'autonomie, une remise en question également de toutes les idées dominantes. En fait, bon, le débat est intéressant, on va continuer à échanger là-dessus, mais essayons de laisser la place un peu. Nous allons essayer de laisser un moment d'échange aussi avec les participants qui ont des questions et sur ça. Donc, alors, je retiens bien l'idée centrale de ton intervention, effectivement. Ne pas nous contenter de répéter ce qu'on a appris comme une sorte d'éponge. Hein. On accumule tout. Maintenant, ce que nous avons appris. Et c'est très important parce que les compétences les plus importantes dans nos pratiques quotidiennes ne sont pas forcément celles que nous avons apprises sur les bancs de l'école. C'est très souvent ce que nous avons pu développer grâce à l'expérience, les qualités que nous avons réussi à développer. Ce sont généralement ces qualités qui sont déterminantes dans nos pratiques quotidiennes. Et c'est pourquoi en parlant de méthodologie, en parlant d'organisation du travail intellectuel, c'est effectivement important de savoir être autonome. Là, nous venons de parler de gestion du temps. Il y a aussi la question de concentration, justement, comme je dis, pour estimer. Concentration, parce que de nos jours,
il faut que nous cessions d'être des outils. Il faut que nous apprenions à nous servir des outils dont nous disposons aujourd'hui, par exemple les outils numériques, le téléphone portable, l'ordinateur, les réseaux sociaux. Arrêter de nous laisser asservir par ces outils et mettons-les de préférence à notre service et dans une logique de concentration parce que nous avons compris que dans la réflexion qu'on doit faire pour bien s'organiser, ça demande une forte capacité d'organisation et de concentration. Et il est très important d'apprendre à se concentrer et mobiliser, orienter vos énergies sur des tâches à accomplir. Et ça dépend à la fois de votre état d'esprit, de votre environnement de travail. Bon, peu importe, par exemple, pour tirer le maximum de profit de vos heures de travail, il est important d'avoir un endroit propice, un endroit approprié, paisible, calme. Et là, je peux dire que, par exemple, quand vous avez quelque chose à faire qui demande de la concentration, si vous ne disposez pas d'un coin approprié chez vous, demandez à vos proches, c'est pas... Bon, en tout cas, il est important d'avoir un espace approprié, un espace agréable, parce que le temps consacré aux études, aux activités académiques, intellectuelles est précieux. Il faut... J'ai pris à cœur ces genres d'invitations parce que je trouve que nous avons un devoir envers les jeunes au point que nous pouvons nous demander est-ce qu'on n'est pas en partie, parce que moi-même je dis toujours que je ne suis pas responsable parce que je fais mon travail. Ce n'est pas de l'arrogance, mais moi-même je fais mon travail. Vous faites votre travail en vous suivant, etc. Mais en partie, est-ce qu'on n'est pas responsable de la dépravation, de la régression, bien sûr, de l'enseignement, notamment en Haïti, bon, dans le monde, mais notamment en Haïti, parce qu'on prend un peu de temps. Les étudiants sont déjà, bon, dans la majorité des cas, parce que moi-même, je sais ce que je dis, je sais déjà habitué à un certain nombre de choses qui, pour nous, par exemple, en milieu universitaire, représentent des blocages pour eux, des blocages de compréhension des choses qui comptent effectivement, des choses universitaires. Vous voyez, c'est en contradiction à ce que nous disons en salle de classe. J'ai toujours suivi certains étudiants, un nombre important d'étudiants qui suivent des choses qui ne les aident pas vraiment à aller de l'avant, qui ne contribuent, qui ne complètent pas vraiment l'enseignement qu'on donne à l'université. Oui, il faut se défendre, mais passer toute la moitié ou tout son temps à suivre des personnes qui n'ont pas le même intérêt que vous, je trouve que c'est un peu incohérent de la part de ces étudiants. Ça permet qu'on a beaucoup plus de difficultés à faire comprendre l'étudiant parce que une partie de son cerveau est engagée par des choses qui ne conviennent pas par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous conseillons, etc. Oui, l'étudiant est libre de choisir, etc. Mais s'il choisit aussi l'université, il doit être cohérent en ce sens d'accorder un peu de temps aussi à l'université. Accorder un peu de temps à l'université, c'est répondre à certaines exigences. On n'impose pas totalement à l'université. L'étudiant est libre aussi. Même dans sa liberté, il faut être cohérent par rapport à son choix. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les auteurs empiristes parlent d'expérience, de répétition, de ce qu'on veut maîtriser. Eh bien, est-ce que l'étudiant cherche à maîtriser ce qu'il choisit véritablement? S'il fait d'autres choix, c'est qu'il est incohérent. Il ne choisit pas de maîtriser ce qu'il choisit. Et ce qu'il choisit à l'université.
Donc, répéter des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il choisit à l'université, c'est une incohérence. Donc, je conseille aux étudiants d'accorder beaucoup plus de temps à ce genre de choses, comme je commence à le remarquer, notamment avec mes programmes et puis ceux de notre professeur, très cher professeur, très apprécié, professeur Michelot, etc. Et puis maintenant, je rencontre le docteur Panier, etc., qui s'engage, je ne sais pas, bon, je ne sais pas l'histoire, mais quand même, c'est une bonne chose d'intéresser les étudiants à accorder beaucoup plus de temps à ce qu'ils choisissent. C'est eux qui choisissent l'université, eh bien, il faut accorder beaucoup plus de temps pour répéter ce qu'ils veulent maîtriser afin d'atténuer les problèmes à l'université, afin d'atténuer, parce que certains auteurs disent que les intelligences, l'excellence, ça se prend. L'excellence est apprise, l'excellence est acquise, notamment à l'université. C'est-à-dire, il faut apprendre à être excellent, à exceller. Il faut apprendre à exceller. Mais pour apprendre à exceller, il faut répéter les choses en lien avec l'excellence. Les choses en lien avec l'excellence, c'est les études, c'est les conférences, les programmes en lien à ce qu'on choisit à l'université. Voilà mon conseil ou mes conseils pour les étudiants qui m'écoutent là et pour les étudiants qui ne sont pas là, mais qui auront l'occasion de vivre, d'écouter, de visualiser la vidéo qui sera en circulation. Merci encore à vous, professeur. Merci à vous, monsieur le docteur Panier, pour les échanges. C'est très enrichissant. J'apprends beaucoup de choses avec vous, avec le professeur Michelot, et je réalise que la connaissance, elle est toujours incomplète. Vous voyez, c'est une modestie qui permet d'apprendre à chaque échelon de la croissance vitale. Merci encore pour vos partages, pour votre partage d'expérience et de connaissances qui me font de l'effet positif aujourd'hui. Merci encore. Excellent. Merci, Wisnik. Un dernier mot, c'est la fin. Eh bien, le dernier mot, c'est de vous dire merci, Michelot, et merci aux participants et participantes. Et c'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois. C'était aussi un plaisir de faire la connaissance du professeur estimé qui a été très enrichissant dans ses interventions, et je pense qu'on aura l'occasion de partager d'autres panels et du genre. C'est notre responsabilité de partager nos expériences avec les étudiants, avec les autres. Je pense qu'on doit continuer cette initiative. Et merci à toi aussi, Michelot, d'avoir pris cette initiative très louable. Et je serai toujours là, pas comme intervenant, mais si le besoin est de partager mes expériences, eh bien, merci. Je vous rappelle encore le rendez-vous avec le professeur Charon jeudi prochain. C'est à ne pas rater. Je dis ça parce que je connais Charon très bien. C'était mon directeur de thèse. Et je pense qu'on aura beaucoup à apprendre avec lui. Et le lien, je vous demanderai de bien vouloir partager le lien dans vos réseaux pour que d'autres étudiants, d'autres professeurs puissent échanger avec lui. Et ce sera vraiment très intéressant. Donc, je vous dis merci et bon week-end. Merci beaucoup à chacun de vous. Ça a été un plaisir. Merci. À très bientôt. Précisément. Plaisir partagé. Merci. Bon week-end. D'accord. Bon week-end à vous aussi. Merci encore une fois. thank you